Bonsoir. Le docteur Albert Zé est un professionnel dans les milieux de la santé au Cameroun depuis plusieurs années. Il interroge, critique et dénonce, non sans proposer, des solutions sur les politiques publiques pour lesquelles il est, je l'ai dit, spécialisé en économie de la santé. Il est né en 1987, obtenu son bac C en 2004, licence en sciences économiques, option analyse et politique économique en 2007. Il est reçu en 2008 en master en sciences économiques, option technique quantitative. Et puis en 2010, il décroche son diplôme d'études approfondies, le DEA, option économie, mathématiques et économie avec mention assez bien. Il y a quelques jours, docteur, vous avez une de plus, écrit une lettre au président de la République, une lettre ouverte pour dénoncer la mise en œuvre de la couverture santé universelle. Je rappelle que c'est une initiative qui a été lancée il y a un an, en avril 2023, du côté de l'Est, par le ministère de la Santé publique. Bonsoir. Bonsoir Zépita, bonsoir à tout le Cameroun. Avant peut-être de rentrer dans le vif des questions, quelques indications sur cette couverture santé universelle, quelques chiffres notamment à propos de la CSU dans sa première phase. Ils le disent, les cibles prioritaires sont les femmes enceintes et les enfants de 0 à 5 ans, les patients atteints de la maladie chronique comme la tuberculose, des maladies chroniques comme la tuberculose, le sida et un ensemble d'autres pathologies de soins. Aujourd'hui, près de 3 millions de personnes ont été préenregistrées, préenrôlées, et plus de 2 millions bénéficient déjà de cette CSU-là. Environ 400 000 femmes ont bénéficié des soins gratuitement. 5 régions sont concernées à date, en espérant y passer à 7. Et au ministère de la Santé publique, on note une forme d'augmentation de la fréquentation ou de naissance de l'ordre de 2% de cette CSU-là. Il faut aussi dire que les personnes qui ont d'autres pathologies chroniques comme les hémodialyses sont concernées. Alors, première question, au regard de l'état des lieux, si on vous dit la CSU version Cameroun, à quoi vous renvoie-t-elle? Qu'est-ce que c'est? Alors, je pense que peut-être, il faudrait peut-être dire version Cameroun, parce que s'il faut parler de la CSU de manière concrète, nous ne sommes pas dans la CSU. Et c'est bien dommage que nous parlions de CSU version Cameroun qui, pour moi, ne devrait pas exister en fait. Alors peut-être pour établir les nuances, les différences, ressortir les éléments d'écart, la CSU, dans son concept selon l'Organisation mondiale de la santé, visant les ODD, les objectifs de développement, c'est quoi? Oui, voilà, c'est justement par là qu'il faut commencer parce que déjà la CSU, c'est une vision, un objectif à atteindre qui voudrait que, vous voyez par exemple, au même titre que l'émergence d'un pays, c'est-à-dire qu'on s'est dit on voudrait atteindre l'émergence à tel horizon. C'est la même chose avec la couverture santé universelle qui est un objectif, une cible à atteindre en fait. Et cet objectif, lorsque on poursuit son atteinte, ça vise tout simplement à donner la santé de qualité aux populations sans risque de s'appauvrir. C'est-à-dire que la CSU permet tout simplement à la population de pouvoir accéder aux soins de santé de qualité sans pouvoir s'appauvrir lorsque ils ont donc accès à ces soins-là. Alors, la première chose qu'il faut comprendre ici, c'est que selon cette grande vision, il y a deux axes essentiels, deux axes principaux qui voudraient qu'on a premièrement l'accessibilité physique, c'est-à-dire que... Alors, en termes d'avantages. Voilà, l'accessibilité physique. Donc, si on a par exemple un problème de santé, on peut effectivement avoir accès au système de santé. Et puis maintenant, il y a l'accessibilité financière qui est justement jusqu'à présent une barrière assez importante dans le cadre de la prise en charge. Donc, ces deux dimensions doivent être prises en compte justement dans le cadre de la couverture santé universelle.
Maintenant, ce qui se passe donc généralement, c'est que il y a souvent une certaine confusion qui existe entre la couverture santé universelle et la couverture maladie universelle, qui vient juste, qui est un élément de la couverture santé universelle et qui vient résoudre le problème de l'accessibilité financière aux soins. Donc, voilà en quelque sorte de manière ramassée ce que c'est que la couverture santé universelle selon la véritable vision. Et dans le schéma idéal, identique, tel que défini par les organisations internationales, quels sont donc les avantages d'une CSU bien implémentée? Oui, l'avantage principal, si je peux le dire comme cela, c'est déjà d'abord la réduction des inégalités d'accès aux soins. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, il y a un problème essentiel, c'est que selon le principe de recouvrement de coûts qui existe depuis, c'est-à-dire que vous devez débourser une certaine somme pour avoir accès aux soins, c'est-à-dire que donc il y a une barrière financière d'accès aux soins qui cause donc des inégalités d'accès aux soins, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne peuvent pas accéder aux soins et parfois même ceux qui ont de l'argent ne peuvent pas accéder à un certain moment parce qu'à un moment vous avez quand même une certaine sécheresse financière qui ne vous permet pas d'aller à l'hôpital. Et vous voyez aussi comme conséquence justement vous avez généralement les cas des insolvabilités, des choses qui augmentent des inégalités au niveau social en fait. Donc l'atteinte de la couverture santé universelle permet de réduire considérablement ce problème-là et permet donc en réduisant ce problème de faire à ce que toute la population, c'est-à-dire que de manière vraiment correcte, lorsqu'on atteint la couverture santé universelle, que toute la population puisse avoir accès aux soins de santé sans toutefois sombrer dans la pauvreté. Et quelles peuvent être les barrières à la réalisation d'une CSU? Alors, les barrières sont multiples. Déjà, il faut comprendre déjà qu'on parle de couverture santé universelle lorsqu'il y a des préalables qui sont déjà établis. Donc, il y a des préalables qui sont établis et à partir de ce moment, on peut donc parler de couverture santé universelle. Et le fait de ne pas avoir ces préalables-là constitue effectivement un ensemble de barrières. Nous allons certainement les énumérer. On a premièrement, il faut un système de santé solide, efficace et bien géré. Il faut en deuxième position, il nous faut des équipements, des médicaments en nombre suffisant sans toutefois avoir des pénuries. Et puis également aussi, il faut une maîtrise des coûts de soins, ce qui est encore un problème chez nous. Et également, en dernière position, il nous faut un nombre de personnel de santé suffisant, bien formé et motivé. Quand vous réunissez donc ces quatre préalables, on peut donc commencer à penser à quelque chose de beaucoup plus grand beaucoup plus grand selon la vision de la CSU. Et dans ce cas, comment est-ce que ça permet donc comment est-ce qu'elle contribue à réduire les inégalités en matière de santé? Déjà, je voudrais prendre ici par exemple un cas. Vous voyez, c'est un cas que j'ai l'habitude de prendre chaque fois que j'ai l'occasion de m'exprimer. Vous voyez, lorsque je parle du premier préalable, par exemple, le système de santé. Le système de santé. Et j'ai souvent l'habitude de dire quelque chose qui choque les gens. C'est qu'en fait, nous n'avons pas de système de santé. Nous avons ce qu'on appelle un système de soins de santé. C'est quoi la nuance? C'est-à-dire, la nuance, c'est que, en fait, le système de soins de santé, c'est une infime partie du système de santé, donc un élément du système de santé qui s'occupe uniquement de la prise en charge des cas, c'est-à-dire qui est chargé justement de rétablir la santé lorsqu'on l'a perdue. Parce qu'il faut déjà comprendre une chose, c'est que le premier objectif d'un système de santé, c'est de préserver la santé des populations. Dans la prévention. La prévention. C'est pour cela que j'ai l'habitude de le dire également, que le meilleur système de santé au monde n'est pas celui qui a plus de patients, mais c'est celui qui a moins de patients. Donc, lorsqu'on regarde donc, du point de vue du système de santé, vous voyez bien, je viens maintenant dans l'exemple que je voulais prendre tout à l'heure, celui de mon village par exemple. Alors,
depuis que je suis né... Vous êtes du côté des Bolova, dans la région du Sud. Dans la région du Sud, du côté des Bolova. Depuis que je suis né, nous n'avons jamais connu le bonheur d'avoir un centre de santé en rayon de 45 km. C'est quelle localité? Sur la route de Mvangan. D'accord. Il y a vos confrères d'une autre chaîne que je ne voudrais pas citer volontairement, qui avait fait un reportage dessus l'année dernière. Et vous voyez donc, jusqu'à présent, mes cousines, mes tantes et autres accouchent encore dans des cacaoyères, vous voyez. Et la seule matrone que nous avions à ce moment, lorsque nous, on essaie, elle n'est plus apte aujourd'hui de pouvoir faire quoi que ce soit. Et vous voyez donc que si... Là, vous parlez de la forme de sage-femme qui donne un coup de main aux femmes enceintes. Qui font des accouchements traditionnels. Exact. Voilà. Elle n'est plus apte à le faire. Ce qui fait donc que, vous voyez, si aujourd'hui, on décide de ne pas mettre la couverture santé universelle et qu'on décide d'aller sur un seul axe, justement, de la couverture santé universelle, notamment la couverture maladie universelle qui est en train d'être implémentée de force, on va se rendre compte que effectivement les inégalités vont s'accroître parce que les femmes de chez moi ne pourront pas en bénéficier. Si il faut en bénéficier, vous allez voir effectivement que le problème va se poser, un autre problème va se poser, le problème des coûts indirects. Parce que si il faut qu'elle quitte le village pour venir à Ebolova, le transport, la prise en charge, l'hébergement, la nutrition. Exactement. Et vous savez que ce n'est pas la seule localité au sud où il y a ce problème. Plusieurs autres localités, ce qui fait qu'elles vont se retrouver plusieurs à ce niveau. C'est ça que j'explique justement dans la lettre pour dire que si nous ne prenons pas l'entièreté de la vision couverture santé universelle, nous allons aboutir à des externalités négatives liées au déséquilibre du marché de la santé. Et ça, c'est très important. Parce qu'aujourd'hui, on veut absolument courir pour dire aux gens, nous voulons vous donner la couverture santé universelle, mais en fait, ce n'est pas de la couverture santé universelle ce qui est en train d'être fait aujourd'hui. Et c'est pour cela qu'également, dans le cadre de la lettre, je l'ai dit, nous sommes en plein hors-sujet, dans le hors-sujet. Parce que dès le départ, on était déjà en train de relever ce manquement-là, celui de la difficulté dans l'accessibilité physique aux soins, et que plus tard, pendant que justement les consultations et puis les idées avaient déjà été mises en place pour améliorer ce pan-là, en même temps de mettre en place la couverture maladie universelle, on arrive malheureusement à ce qui est en train d'être produit aujourd'hui, qui n'est rien d'autre qu'une duperie, comme je l'appelle. Donc vous dites, il ne s'agit pas simplement d'un ministère qui doit être mis en branle. Alors je vous demande, dans ce cas, quel doit être le rôle précis du gouvernement dans son entièreté, dans son ensemble? Comment peut être fait le déploiement? Quels sont les secteurs ministériels qui peuvent être activés, concernés, impliqués pour qu'une telle initiative puisse être exploitée à... Alors, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que le système de santé, il est administré par le gouvernement. Bien sûr. C'est le gouvernement qui en fait est garant des politiques publiques. Donc, qui doit s'organiser. Et c'est pour cela que justement le président de la République a dit qu'il va donner la couverture santé universelle aux Camerounais. Donc, parce qu'il sait que effectivement c'est le rôle du gouvernement. Donc, ce qu'il faut comprendre déjà ici, c'est que la couverture santé universelle vient s'appuyer sur quelque chose. Bien sûr. Et cela s'appuie sur un système de santé. Le véritable problème que nous avons dès le départ, c'est que on pense que le système de santé n'est constitué que des hôpitaux et des formations sanitaires qui s'occupent justement de la prise en charge. Mais il faut savoir que le système de santé, c'est un tout. C'est tout le monde qui est inclus dans le système de santé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous avons des routes qui ne sont pas bien, on ne peut pas donner la santé de manière efficace aux gens. Je prends souvent l'exemple.
il y a de cela quelques années, parce que c'est depuis pratiquement 7 ans que je parle de cette histoire de couverture santé universelle. Et une fois, je vivais encore du côté de Soie, à Yaoundé. Et vous voyez, par exemple, vous voyez la route qui descend à Ngousso, qui va à Soie et qui va au niveau des hôpitaux, des 3 hôpitaux de référence qui sont à Ngousso. Et puis, il y avait une ambulance. Vous savez également qu'à ce niveau-là, il y a des embouteillages. Absolument. Alors, il y avait une ambulance qui était coincée dans les embouteillages. Et il y avait une dame qui pratiquement était en train de perdre la vie. Et je me posais la question avec des amis qui étaient dans le véhicule. Si on dit à cette dame actuellement que tous ses soins sont gratuits, est-ce qu'elle va s'en sortir? C'est ça la réelle question. C'est pour cela que on milite aujourd'hui pour un tout, en fait. On milite aujourd'hui pour une santé complète. On ne milite pas pour des morceaux choisis que les gens veulent faire. C'est-à-dire que nous avons choisi telle ou telle chose et nous allons uniquement nous focaliser dessus. Non, ça ne marche pas comme ça. Et il faut savoir une chose, que dans l'analyse des politiques publiques et des politiques économiques, toute action engage non seulement des conséquences positives, mais des conséquences négatives. Si vous n'avez pas encadré votre action, si vous n'avez pas encadré votre politique, vous allez vous rendre compte que si vous vous contentez uniquement des externalités positives, les externalités négatives vont venir plomber le peu que vous avez essayé de gagner. Mais pour vous, je veux dire qu'à défaut d'avoir les moyens, tous les moyens nécessaires, il fallait bien commencer quelque part. Pour vous, vous dites en d'autres termes, il valait mieux ne pas commencer et continuer d'attendre, mieux se préparer. Qu'est-ce qui vous fait croire que nous n'avons pas de moyens? Qu'est-ce qui vous fait croire que nous avons assez de moyens? Une couverture santé universelle dans tout ça. Nous avons assez de moyens, ça je vous assure. Je l'ai toujours dit depuis des années. Depuis des années, je l'ai dit que notre véritable problème, c'est que nous utilisons mal les ressources que nous avons. Ça, c'est clair et net. Et chaque fois, je fais souvent valoir les résultats d'un travail que nous avons fait, il y a de cela 8 ans aujourd'hui, où nous avons découvert que pratiquement 90% des financements alloués, des financements publics alloués à la santé au Cameroun ne servent pas à la santé. C'est une réalité. Vous avez vu les fonds Covid, ce qui s'est passé. C'est pas moi qui le crée, la réalité elle est là. Et il y a une autre étude sur laquelle nous sommes actuellement. Il y a une autre étude sur laquelle nous sommes actuellement sur les recettes hospitalières. Vous vous imaginez les pertes qu'on enregistre au niveau des pertes, au niveau des recettes hospitalières. Non, j'imagine pas, c'est de quel ordre? Alors, je vais vous expliquer. Vous savez, déjà, la première chose qu'il faut comprendre à ce sujet, et le ministre le sait, on en avait parlé une fois. Je lui avais proposé justement la sécurisation de ces recettes. C'est-à-dire que le problème qui se pose, c'est que on se retrouve dans une situation où, depuis des années aujourd'hui, je crois, le dernier rapport qui déclare les recettes hospitalières, le dernier rapport qui avait été accessible, peut-être qu'ils cachent d'autres, parce que moi j'ai essayé d'en avoir. Le dernier rapport date de 2016 et donnait les recettes hospitalières jusqu'en 2014. Et ce qui était justement donc déclaré en moyenne par an, c'était 7 milliards de tout le Cameroun. Donc toutes les formations sanitaires publiques du Cameroun produisaient 7 milliards. Ça, c'est ce qui était écrit en moyenne. En termes de recettes. En termes de recettes. Alors nous avons fait simple. Nous avons pris justement des informations médicales, consultations et autres, examens et autres, et nous avons fait une estimation. Nous avons fait une estimation qui au final nous donne une moyenne de 500 milliards par an. Vous vous imaginez? Comment ça? Vous vous imaginez, faites 500 milliards moins 7 milliards. Vous voyez, en termes de... fait dans le cadre d'une étude, d'une enquête? Dans le cadre d'une étude. Dans le cadre d'une étude qui sera publiée d'ici peu. D'accord. Alors, vous voyez ce qu'il y a en termes de pertes au niveau des recettes hospitalières. Tout cela, vous allez dire que le Cameroun n'a pas assez... Ce sont des recettes nettes, c'est-à-dire qu'on a déduit toutes les charges exactement. D'exploitation. Exactement. Alors, vous voyez,
à ce moment, vous allez dire que le Cameroun manque d'argent pour faire la couverture santé universelle? Non, je ne pense pas. Je crois que c'est souvent une fuite en avant que certains veulent nous présenter en nous disant non, écoutez, nous n'avons pas assez d'argent, nous allons commencer quelque part, pourvu que ça garde, pourvu que certains gardent leur plat de nourriture. En fait, c'est ça le véritable problème que nous avons. Nous avons la possibilité, nous avons justement donc les capacités de le faire. Et quand vous voyez par exemple, lorsqu'on avait commencé les travaux sur la question, lorsque nous avons commencé les travaux sur la question, il y avait en 2016-2017 la mise en place des groupes techniques. J'ai participé à l'élaboration de la stratégie de financement de la santé, pendant qu'il y avait le groupe technique qui travaillait sur la couverture santé universelle. Alors nous avons effectivement trouvé des moyens de financer le renforcement du système de santé camerounais à hauteur de 1300 milliards de manière échelonnée. Et tout cet argent était possible de le récolter, mais on se pose la question, où est partie la stratégie de financement de la santé jusqu'à aujourd'hui? Elle est portée disparue. Et la seule chose qu'on peut nous brandir aujourd'hui, c'est de nous dire nous n'avons pas de moyens, nous allons essayer de commencer quelque part, tout simplement parce que certains ne veulent pas qu'on ouvre effectivement le vrai débat de comment sont gérés les financements publics alloués à la santé. Alors, à partir de ce moment, conscient de l'existant, comment est-ce qu'on peut intégrer la CSU, implémenter la CSU dans notre système de santé? Alors, la première chose, comme je le disais tout à l'heure, que lorsque les consultations avaient commencé, les travaux avaient commencé, on avait posé le problème et puis il y a eu la mise en place donc, de deux groupes techniques. Un groupe technique qui devait s'occuper justement de la stratégie de financement de la santé qui devait permettre à ce qu'on renforce le système de santé pour améliorer l'accessibilité financière, l'accessibilité physique aux soins, et l'autre groupe technique qui devait donc s'occuper justement du volet CMU dont je parlais tout à l'heure. CMU, couverture maladie universelle. Donc, c'était ça la logique en fait. Il fallait donc partir, parce que certains parlent aujourd'hui, disent aujourd'hui que non, il fallait partir de l'existant. En fait, nous avons l'existant. C'est ça l'existant. Alors, il faut faire quoi? Il faut renforcer notre système de santé. Il faut le restructurer pour qu'il réponde efficacement aux besoins des populations. Et ça, vous le savez, vous savez que notre système de santé a beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, je vais peut-être encore entrer dans cette analyse. Si aujourd'hui, on vous dit par exemple, comme ce qui est en train d'être fait actuellement, on vous dit dans le cadre de chèque santé qui a été coopté comme CSU, malheureusement, on vous dit par exemple votre femme, elle est enceinte. Chèque santé, c'est une forme de ticket de DIE qui vous permet, à la femme enceinte, après enrôlement à la femme enceinte. À la femme enceinte. Alors, on vous dit votre femme va payer, vous payez 6 000 pour qu'on s'occupe d'elle et que tout ce qu'il y aura comme problème est pendant la grossesse et puis après la grossesse. Vous payez votre 6 000 francs. Et que au moment de la naissance de l'enfant, qui peut-être malheureusement naît prématuré, vous êtes toujours couvert. Mais sauf que on se retrouve dans un drame comme ce qu'on a eu en Konsamba l'année dernière, où un enfant a été calciné dans une couveuse défectueuse, parce que ça il faut le dire. Dans la responsabilité, à ce moment-là, que vaut 6 000 francs et que vaut la prise en charge? Rien du tout. Ce sont des réels problèmes. C'est-à-dire, quand on parle de ça, ce n'est pas parce que... Mais l'objectif des 6 000, justement, c'est, vous l'avez dit dès l'entame, c'est d'amoindrir les coûts pour le patient. Je suis d'accord, justement. C'est pour cela que je veux vous faire comprendre une chose. C'est que là, on a résolu le problème de l'accessibilité financière. D'accord. Mais le problème de l'accessibilité physique aux soins de santé de qualité n'est pas effectif. Vous comprenez un peu? C'est ça le problème, en fait. C'est-à-dire que là, vous avez effectivement été pris en charge, mais vous perdez votre bébé. À quoi ça vous sert donc? C'est ça le problème. Et je vais entrer dans autre chose, par exemple dans le deuxième préalable. Il y a une petite ville lorsque vous allez à Konolinga, qu'on appelle Hawaï. Voilà.
J'y ai travaillé quand j'étais au Centre Pasteur. Et à un moment donné, nous avons une équipe et on faisait des études de terrain. Et finalement, nous nous sommes rendus compte d'une chose, que là-bas, il n'y avait aucune pharmacie légale. Vous comprenez un peu. Tous les médicaments se vendent médicaments de la rue. Voilà. Alors, vous comprenez que déjà, il n'y a pas accès aux médicaments. Alors, si vous dites aux gens à Hawaï, par exemple, que vous avez la possibilité d'accéder gratuitement à des soins, comment ils font pour bénéficier de la suite? Rien du tout. C'est pour cela que, jusqu'à présent, on milite effectivement que nous puissions aller vers les deux dimensions de manière efficace. Que nous puissions non pas seulement essayer de faire, parce que ce que je constate aujourd'hui, c'est que on essaye juste de faire une petite comédie pour qu'on montre aux gens qu'on essaye d'apporter des solutions, alors qu'effectivement le vrai problème, il reste. Le vrai problème, il est là. Nous n'avons pas encore un véritable système de santé, et je le dis encore, que nous, jusqu'à présent, nous sommes dans un système de soins de santé qui, en fait, ne nous facilite pas la tâche. Et là, justement, sur la question, je voudrais dire ceci, c'est que une véritable CSU doit premièrement, nous empêcher de tomber malade. Ça, c'est la première chose. À la prévention. La prévention. Et je vais vous dire... Sommes-nous devenus des extra-humains? Non, en fait, le problème, c'est que je vais vous répondre là-dessus. Lorsque vous envoyez votre enfant à l'école, vous voulez qu'il ait 20 sur 20, non? Qu'il ait 20 sur 20. Oui, bien sûr. Donc, vous le poussez à aller vers 20 sur 20. Vous ne lui dites pas, monsieur, vous êtes humain, donc vous pouvez avoir 0. Vous le poussez justement à aller vers le 20 sur 20. C'est ça la logique. Donc, le fait de venir dire non, nous sommes des surhumains, ça veut dire que nous acceptons le 0. Et ce n'est pas logique en fait. Donc, pour dire que, quand vous regardez par exemple les statistiques qui nous sont présentées, comme vous l'avez présenté en début d'émission, vous voyez bien que le ministère est très joyeux, très heureux de vous présenter qu'il y a 1000 personnes qui sont en dialyse. Mais monsieur Dipita, est-ce que vous savez comment on évite l'insuffisance rénale? Est-ce que vous avez connaissance dessus? Est-ce que vous avez connaissance? La consommation... Est-ce que vous avez vraiment connaissance? Comment on fait pour éviter? C'est vous le médecin, vous m'en direz. C'est pour vous dire justement, quand je vous pose la question, c'est pour vous faire comprendre que si vous, vous qui êtes là aujourd'hui, on peut vous estimer comme quelqu'un qui est quand même à la classe moyenne. Vous n'avez pas connaissance dessus. Imaginez ceux qui sont en dessous. Imaginez-vous les 40% de la population qui vit en dessous de 500 la journée. Et puis, regardez par exemple, aussi, vous voyez, en 2018, on disait que l'hypertension est déjà à 35% de prévalence au Cameroun. Est-ce que vous savez comment on fait pour prévenir l'hypertension? C'est ça le problème que nous avons. C'est-à-dire que des gens font des morceaux choisis dans un tout qui doit être développé. Ils font des morceaux choisis juste pour jouer les stars en quelque sorte. Pourtant, le travail, il est là. Mais tout cela a des implications économiques. Je veux dire que implémenter un CSU dans sa globalité implique que, sur le plan, ça implique un impact financier important. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ça implique une mobilisation. Mais comme je le disais tantôt, vous voyez, lorsque les consultations avaient commencé, il y avait plein de bailleurs qui voulaient nous accompagner. Plein de bailleurs voulaient nous accompagner, ils sont où aujourd'hui? Tout le monde s'est mis en stand-by, tout simplement parce que justement, on voit l'évolution des choses qui n'est pas du tout dans la logique de ce qu'on s'était dit. Je rappelle néanmoins que l'Union européenne vient de féliciter les pouvoirs publics pour leur initiative dans cette CSU-là. Non, est-ce que c'est l'Union européenne? J'ai vu... L'Agence française au développement. Oui. L'AFD, je voulais dire. Non, je pense que c'est toujours dans la même
c'est toujours dans la même logique de la tricherie. Non, comment ça? Je vous assure. Et je vous explique. Les institutions se félicitent par écrit. Une institution félicite l'autre par écrit. Alors, j'attends, depuis hier, j'attends la lettre de félicitation. Je lis la note. Monsieur Arnaud Laurent a conduit mardi le 23 avril. Attends, je lis. Responsable santé à l'AFD à Paris a conduit le mardi 23 avril une équipe de l'Agence française de développement auprès du ministre de la Santé à l'effet d'échanger avec les patrons de la santé du Cameroun sur les avancées et la mise en œuvre continue de la couverture santé universelle. Ils ont ensemble apprécié les résultats obtenus par le chèque santé dans le cadre de la phase 1 de la CSU. Juste une petite note. Ça, je connais bien M. Arnaud Laurent, je le connais très bien. Donc, je dis encore une chose. Un individu qui va rencontrer, un expert qui va rencontrer le ministre de la Santé et qui lui donne son ressentiment, ce n'est pas on ne voit nulle part une lettre de félicitation qui vient de l'AFD. Ça, c'est une chose. Et autre chose que je voudrais dire ici, c'est que justement, il y a tout cet amalgame aujourd'hui. Il y a tout cet amalgame qui fait que on peut effectivement mélanger les choses comme on veut. L'AFD continue d'avoir l'œil sur leur projet, qui est le chèque santé. Alors, pour eux, c'est le chèque santé l'essentiel. C'est-à-dire que vous le prenez, vous mettez dans tel ou tel panier, eux, ils regardent le chèque santé. Et ils regardent surtout le cahier de charges. Sur le cahier de charges, la mise en œuvre du chèque santé. Vous savez que le chèque santé, c'est leur bébé. Bien et sûr. c'est eux qui financent. Vous comprenez un peu. Et donc, ils apprécient au moins la qualité de la mise en œuvre. Exactement. Ils ne sont pas le seul partenaire. Voilà. Les autres partenaires observent aussi. Exactement. Donc, ce n'est pas une question de venir dire ici que non, ils ont... Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est vrai, peut-être la CSU dans son ensemble, dans l'ensemble des paramètres que vous avez énoncés tout à l'heure, n'est pas mise en œuvre, mais ce qui est fait, on ne peut pas non plus dire que... on ne peut pas avoir un clin d'œil de satisfaction. Vous imaginez les 400 000 femmes enceintes qui gratuitement sont suivies. Vous imaginez ces hémodialysés qui payent 15 000 francs l'an aujourd'hui au lieu de 400 ou 500 000 à l'époque. Vous imaginez tous ces hypertendus, ces enfants sur le paludisme de 0 à 5 ans désormais. Vous direz c'est une goutte. Je dis une chose. Je reste constant dans ce que je dis. D'accord. Je dis, si vous vous faites attribuer la note de quelqu'un, c'est la tricherie. Vous comprenez un peu? Si vous faites attribuer la note de quelqu'un, comment cela? C'est la tricherie. J'explique de manière simple. Tous ces projets existent depuis. Tous ces projets existent depuis. Vous savez que la gratuité de la prise en charge des moins de 5 ans, c'est le président Biya lui-même qui a pris ça sur lui. Donc, ça existe depuis. On a demandé au Cameroun de mettre en place la couverture santé universelle. Oui, pas de prendre les projets financés par des gens. La couverture, la CS justement s'appuie sur l'existence, c'est pas une initiative effective. C'est ce que j'étais en train de vous expliquer tout à l'heure. L'existence, ce n'est pas d'aller prendre les projets des gens. C'est ce que vous avez. Nous avons un système de santé. Et nous avons un système de protection sociale qui existe déjà. La CNPS est là. Elle peut en témoigner. C'est ça. En d'autres termes, vous dites, par exemple, pour le cas de l'hémodialyse, c'est un projet qui est déjà financé, subventionné. Ça existait depuis. Donc la CSU ne devait pas s'occuper de ça. Ça existait depuis. C'est ce que je suis en train de dire. On a demandé au Cameroun de mettre en place la couverture santé universelle, d'aller vers la couverture santé universelle. Pas d'aller prendre les projets des gens. Vous comprenez un peu? Vous ne pouvez pas aller prendre le projet de quelqu'un et vous devenez star dessus et vous dites que vous avez fait quelque chose. C'est ça le problème, c'est ça qu'on dénonce. J'ai jamais dit que le fait puisque déjà, il faut le dire, chèque santé, lorsque on le mettait en place dans les régions de l'Adamaoua, nord et extrême nord, il est en fait de manière logique. La suite, c'était qu'on devait l'élargir dans tout le pays. Donc, venir l'élargir aujourd'hui, c'est ce qui était prévu. Donc, vous n'avez rien fait d'exceptionnel et venir dire aux gens que c'est ça la couverture santé universelle,
c'est le mensonge. C'est cette duperie-là qui n'est pas bonne du tout. Parce que là, la suite, c'est quoi? C'est que vous mentez au peuple que le véritable projet de couverture santé universelle qu'on devait leur donner, que c'est ça. Il suffisait... Moi, je pose une question simple, M. Dipita. Et vous répondrez, allez-y. Il y a une chose simple. Tous ces projets existaient avant. Donc, c'est le président Biya qui est fou. Sachant que ces projets existent, il pouvait tout simplement dire que c'est ça la CSU. Mais il est venu dire, nous voulons donner la couverture santé universelle aux Camerounais, sachant que ça existe. Donc, lui, il ne savait pas qu'il suffisait d'élargir ces projets et vous avez déjà la CSU. Et peut-être c'était ça le chemin. Je veux dire, je ne suis pas dans les... Je dis non. Je dis non. Et puis, je veux poser une autre question. Quel est le... quand on parle de CSU aujourd'hui au Cameroun, la base légale, c'est quoi? Quels sont les textes? Là, vous évoquez le projet de loi qui est attendu depuis pour... Quels sont les textes? Aujourd'hui, s'ils n'ont pas besoin de textes, c'est parce que justement, ce n'est pas la CSU. C'est parce qu'il n'y a pas de CSU. Ils sont en train d'implémenter les projets. Le ministère de la Santé publique, ils disent qu'ils ont travaillé sur le projet et puis ils sont en attente de la suite. Oui, je suis d'accord. Mais que donnerait la présidence? Ce que je veux dire est simple. Qu'ils évitent d'appeler les projets d'autrui CSU. Parce que là, nous sommes en face de quoi? D'un échec qui dure depuis 7 ans aujourd'hui, que les gens veulent camoufler avec une tricherie. Que les gens soient sincères et que les gens soient honnêtes de dire nous avons échoué parce que depuis 7 ans, nous n'avons pas pu donner aux Camerounais ce qu'ils attendaient. Au lieu de tricher de cette manière-là, personne n'a dit... Et ça, au contraire, vous ne vous dites pas que, en fait, ces projets-là, c'était en attente de la mise en œuvre de la CSU. Non, pas du tout. Et que maintenant que la CSU est en train d'être implémentée, ils reviennent simplement dans le... Je vais vous dire pourquoi ce n'est pas le cas. D'accord. Je vais vous dire pourquoi ce n'est pas le cas. Le Fonds mondial finance la lutte contre le paludisme, tuberculose, VIH au Cameroun depuis plus de 20 ans. La CSU est une émanation des objectifs post-2015, c'est-à-dire après les OMD. Donc c'est en allant vers les ODD que les institutions internationales disent, bon, il faut qu'on essaie justement cette vision de la couverture santé universelle, sachant qu'on a échoué dans Santé pour tous en l'an 2000. Que les pays aillent vers la couverture santé universelle. Alors vous voulez me dire qu'avant qu'on ne parle de couverture santé universelle, nous on avait déjà mis sur pied le Fonds mondial et tout ce qui gère les 3 maladies. Non, je veux dire que dès lors qu'on a commencé à parler couverture santé universelle, on s'est dit donc récupérer déjà les programmes existants, tout ça, les mettre dedans et puis élargir avec peut-être d'autres pathologies et d'autres... C'est donc de la tricherie. C'est de la tricherie. Bon, c'est un commentaire. Oui, c'est votre avis. C'est ça justement ce que je dis, c'est ça la tricherie. C'est-à-dire qu'en fait, nous avons quelque chose à faire. Vous avez un devoir à faire, vous ne le faites pas. Et vous partez copier celui d'un autre. Et vous venez dire que non, c'est le vôtre. C'est ça le problème. C'est ce que nous essayons de dénoncer. Et nous n'avons pas dit, nous n'avons dit nulle part que élargir chèque santé comme ça avait été prévu était un problème. Mais c'est le fait de venir mentir aux Camerounais que un projet qui ne vous appartient pas est devenu la CSU. C'est ça le vrai problème. N'empêche que les partenaires internationaux se sentent quand même engagés à l'initiative. Ils n'y voient pas la tricherie comme vous. Ils accompagnent le gouvernement dans ce projet. Vous savez qu'ils ne viendront jamais vous dire à Mondovision que... Mais à défaut de le dire, ils ne s'engageraient pas. Il y a des choses que je ne pourrais pas dire ici. Pourquoi pourtant c'est l'un des objectifs de votre présence? Ce qui est sûr, c'est qu'il y a ce qu'il y a à dire. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des partenaires internationaux aujourd'hui qui commencent à prendre du recul. Vous savez par exemple que dans le cadre par exemple de la lutte contre le paludisme, vous savez que le Fonds mondial prépare les pays aujourd'hui à prendre le relais. Ça vous le savez. Ils sont déjà dans cette logique à dire au pays, prenez le relais. Et vous savez même que jusqu'à présent, même le peu de financement que le Cameroun doit donner, il n'arrive pas à... Est-ce que le retrait du Fonds mondial, c'est du fait des insuffisances du Cameroun dans ce domaine, Palu? Il y a beaucoup de choses.
Il y a beaucoup de choses. Ça, je vous dis, il y a des pays, je ne voudrais pas citer les noms pour ne pas indexer certains pays. Lorsque nous avions fait l'évaluation des programmes nationaux de lutte contre le paludisme en 2015-2016, il y a des pays qui se sont vus couper des financements à cause de certaines mauvaises actions, on peut le dire comme ça, ou de mauvaise gestion. Est-ce que les pays comme les nôtres, les pays en voie de développement, ont des difficultés, ont des problèmes spécifiques dans la mise en œuvre de la CSU? Oui, bien évidemment. Bien évidemment, tout à l'heure, je vous parlais déjà des préalables. Je vous parlais des préalables et peut-être nous ne sommes pas entrés en profondeur. Vous voyez déjà, si on revient dessus, une fois de plus, vous allez voir que au niveau du système de santé, que moi j'appelle système de soins de santé, vous avez... C'est quoi la nuance? Je vous ai donné la nuance. D'accord, absolument. Donc, vous voyez que là, nous avons encore beaucoup de problèmes. Nous avons suffisamment de problèmes. Lorsqu'on essaye de s'asseoir pour faire une évaluation, et nous voyons par exemple les classements qui existent depuis l'an 2000, où notre système de santé figure parmi les 20 derniers depuis 24 ans en termes de performance. Donc, il y a ce souci, et ce n'est pas moi qui vais nier le fait qu'il y a beaucoup de problèmes dans notre système de santé, que beaucoup essayent de nier, mais qui causent problème. Vous voyez, à partir de ce moment, il y a quand même matière à réfléchir comment est-ce qu'on peut améliorer ce système de santé de manière efficace. Et déjà, autre chose de très important, parce que quand je parle de l'accessibilité physique aux soins, il y a ce problème de la carte sanitaire. Aujourd'hui, lorsque vous voyez les discours politiques, on va vous dire par exemple que là, on a le nombre de formations sanitaires qui a explosé, c'est-à-dire on a construit beaucoup de formations sanitaires et autres, et que les choses vont bon train. Oui, d'accord, personne ne peut nier cette évidence. Mais sauf que on oublie généralement que la carte sanitaire a deux volets également. C'est-à-dire il y a un volet qualitatif et un volet quantitatif. Dans le volet qualitatif, c'est en quelque sorte la dispersion sur le territoire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez des zones où vous trouvez par exemple 3, 4, 5 formations sanitaires qui sont agglutinées et d'autres qui sont même non fonctionnelles parce que justement, c'est en grand nombre. Et vous arrivez dans d'autres zones où vous n'avez pas de formation sanitaire, comme j'expliquais tout à l'heure pour le cas de mon village. Et à partir de ce moment, on continue donc à avoir des disparités, des inégalités qui naissent sur le terrain. Et tout cela plombe effectivement la qualité du système, ce qui cause problème. Maintenant, si on va au deuxième préalable pour voir encore plus d'obstacles à la mise en place de la couverture santé universelle, on va se rendre compte que, vous voyez, j'expliquais qu'il faut des équipements, des médicaments en nombre suffisant, sans pénurie et autres. Donc. Et quand on sait que, j'ai pris l'exemple d'Hawaï, où vous n'avez pas de pharmacie légale ou fonctionnelle à un endroit, et vous savez également que nous avons constamment, par exemple, je crois dans le cadre des diabétiques, on a constamment des pénuries, des médicaments et autres. En fait, pour dire de manière globale, nous ne contrôlons pas la masse de médicaments. Et pour ceux qui aiment bien les statistiques, vous pouvez aller regarder dans les statistiques sanitaires mondiales pour 2023. La couverture en médicaments pour le cadre du Cameroun. Le Cameroun n'a même pas de chiffres parce que justement, nous ne maîtrisons pas. On vous dit également qu'on a environ plus de 90% des médicaments que nous utilisons qui viennent de l'extérieur.
Ça veut dire que notre santé dépend encore à 90% de l'extérieur. Ça, c'est un problème réel. Mais c'est possible de le résoudre. Ça, il y a possibilité de le résoudre. Maintenant, lorsqu'on va au troisième préalable, qui est la maîtrise des coûts, vous savez bel et bien que les coûts des soins chez nous ne sont pas suffisamment maîtrisés. Vous pouvez aller d'un hôpital public à un autre et les coûts diffèrent. Exactement. Et ça, c'est un problème très important. Et c'est des choses que j'explique souvent, même à mes étudiants, en leur disant le marché de la santé n'est pas similaire aux autres marchés des biens et services. C'est-à-dire qu'il faut une certaine rigueur, il faut un certain mécanisme qui permet de régulariser de tout cela. On a encore ce problème et dans le même cadre, on a la situation de la demande induite qui est suffisamment forte jusqu'aujourd'hui. La demande induite, c'est quoi? C'est cette demande-là qui est créée par le personnel de santé. Donc, ce problème existe encore et ça aussi, qui est justement que j'avais relevé comme étant l'un des problèmes phares dans le cadre des insolvabilités des patients. Donc, on n'a pas encore la véritable maîtrise des coûts. Et puis, le dernier point qui est très important. Le dernier point qui est très important, celui du personnel. Vous savez qu'aujourd'hui, nous avons 0,12 médecins pour 1000 habitants. 0,12. Alors qu'il en faut 0,3, c'est ça, ou 0,5? Je ne sais pas si... Un peu plus, 1, je crois, nous devons être à 1,1 pour... D'accord. Alors, vous voyez que c'est un problème. Donc, on n'a même pas un médecin pour 1000 habitants. Ça, c'est la première chose. Et puis, dans le cadre des infirmiers et des sages-femmes, nous sommes aujourd'hui, nous sommes à pratiquement environ 2 pour 1000, non, pour 10 000 habitants. Voilà, pour 10 000 habitants. Environ 2 pour 10 000 habitants. Et ce qui est surprenant, c'est que justement en 2004, nous étions à environ 16 pour 10 000. Pour 10 000 habitants. Oui, donc nous avons suffisamment régressé. Vous pouvez imaginer là les conséquences des voyages pour le Canada. Vous comprenez un peu. Et ça, c'est un réel problème que nous avons. Et ça, tout le personnel de santé qui quitte nos hôpitaux pour s'expatrier. Exactement. Donc nous sommes quittés à environ 16 pour 10 000, à 2 pour 10 000, carrément. Et ça, c'est au vu, au su de tout le monde. On ne fait rien. Et autre chose que je voudrais dire ici, je suis en train de préparer un ouvrage là-dessus. Lorsque vous voyez, par exemple, vous arrivez dans un hôpital et vous voyez que vous êtes arrivé, les délais d'attente sont suffisamment grands. C'est-à-dire que vous avez l'impression qu'on ne s'occupe pas de vous, qu'on ne vous regarde pas. En fait, le plus souvent, c'est le manque de personnel. C'est-à-dire vous trouvez une infirmière personnel présent est saturé. Voilà. Vous trouvez une infirmière qui peut être, comme dans un grand hôpital de Yaoundé, où j'ai passé beaucoup de jours avec ma sœur aînée qui est décédée dernièrement. Vous arrivez et vous trouvez que pendant toute une garde, il n'y a qu'une seule infirmière. Elle n'est pas extraterrestre. Et entre-temps, vous allez voir, par exemple, même son niveau de rémunération qui ne correspond pas à ce qu'elle est fournie comme effort. D'où maintenant, donc, le fait qu'il faudrait que, non seulement on doit avoir ce personnel qui est bien formé, en nombre suffisant, et également motivé. Parce que la motivation, elle est très importante. Et je vais certainement m'arrêter là pour cette question, en disant que le ministre actuel, il est venu avec un très beau slogan, il faut humaniser les soins. Mais sauf qu'on ne peut pas humaniser. En fait, vous ne pouvez pas demander à un personnel déshumanisé d'humaniser les soins. Il faut humaniser le personnel, on ne peut donner que ce qu'on a. Comprenez un peu. Le ministre est volontaire, en a-t-il les moyens? Est-ce que l'environnement, le cadre, c'est pour ça que je dis... La politique publique de santé définie par le président, tout ça, est-ce que ça lui laisse la marge pour se déployer selon ses... Je pense quand même que lorsqu'on vous nomme à ce poste, c'est que vous avez les capacités et les possibilités de faire certaines choses. Donc, si aujourd'hui...
on me fait comprendre qu'il n'a pas, ses capacités. Ça veut dire justement que j'ai raison d'écrire directement au président de la République. Alors, connaîtrez-vous en Afrique d'autres pays, peut-être de même niveau que nous, en Afrique francophone, qui ont implémenté cette CSU et pour lesquels ça fonctionne efficacement? Aujourd'hui, l'exemple qu'on cite, c'est le Rwanda. D'accord. Le Rwanda vraiment fait de bons résultats. Le Rwanda fait de bons résultats et les autres pays essayent d'emboîter le pas. Ce n'est pas encore le cas, mais les autres essayent d'emboîter le pas. Il y a actuellement la Côte d'Ivoire qui essaye d'avancer. Mais les mêmes difficultés, il faut avouer que les mêmes difficultés restent quand même visibles. Donc ce sont des questions structurelles à l'Afrique? Oui. C'est pas forcément des politiques? Oui, en fait, je vais vous expliquer un peu pourquoi c'est comme ça. Dans mon dernier ouvrage, j'avais justement expliqué cela dans le cadre de la mise en place des politiques publiques, politiques sociales. Et il y a un véritable souci qui mine en fait l'Afrique noire. C'est que on va au niveau des institutions internationales. On y va et on prend ce qu'il y a de ce côté-là, on rentre sans contextualiser et on veut implémenter. Vous comprenez un peu? Et c'est là le véritable problème en fait. Parce que quand nous avons commencé justement à présenter les limites de cette CSU il y a 7 ans. Il y a des experts de l'administration publique qui nous ont dit, écoutez, nous essayons de faire tel que la France le fait. Nous avons pour modèle la France. Alors, c'est ça l'erreur. Parce que lorsque vous avez en face de vous un expert français qui vous parle de la couverture santé universelle, vous allez vous rendre compte que l'expert français va vous parler beaucoup plus d'un volet, celui de la CMU. Couverture maladie universelle. Couverture maladie universelle. Vous savez pourquoi? Non. Parce que justement, ils n'ont plus de problème avec la performance de leur système de santé. Ça, c'est déjà un acquis. La structure existe. La structure, elle existe. Ça, c'est déjà un acquis. Donc, pour eux, aller vers la couverture santé universelle aujourd'hui, c'est de s'appuyer sur le maillon faible. L'humain. Vous comprenez un peu. Donc, du coup, quand vous allez les écouter parler de la couverture santé universelle, vous allez vous dire que, en fait, la couverture santé universelle se résume à la couverture maladie universelle. Pourtant, ce n'est pas vrai. Chaque pays a ses spécificités et ses problèmes. Et c'est pour cela que lorsque vous rentrez donc, vous vous posez la question, c'est quoi la CSU et quelles sont ses caractéristiques et qu'est-ce qu'il nous faut pour y aller? Mais si c'est structurel, si ça se trouve, si les mêmes problèmes sont observés en Côte d'Ivoire par exemple, au Sénégal, je ne sais pas où, comme au Cameroun, qu'est-ce qui peut justifier cette verve à l'égard du président dans votre lettre verte? Je veux dire que si c'est structurel, autant trouver des solutions structurelles effectivement pour résoudre le problème. Oui, quand vous dites structurel, c'est pour toute l'Afrique. C'est ce que vous venez de... Oui, mais jusqu'à présent, je ne suis que Camerounais. D'accord. Donc je parle des problèmes du Cameroun. Si il m'arrive demain, par exemple, comme certains de mes amis ivoiriens le souhaitent, d'être peut-être ivoirien, peut-être que je parlerai de la Côte d'Ivoire. Donc pour le moment, je parle du Cameroun et j'écris au président de la République du Cameroun pour lui dire que nous avons un chantier qui est très important et c'est le moment de commencer. C'est vrai qu'on a perdu du temps. Y a-t-il des indicateurs clés pour évaluer cette CSU-là? Déjà, il faut déjà comprendre que pour l'évaluer, comme je le disais, il faut déjà... Et c'est un travail que nous sommes en train de faire aussi, d'évaluer un peu déjà les conditions d'équilibre sur le marché de la santé. C'est-à-dire? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que jusqu'à présent, nous avons une offre de soins, une offre de santé qui est inférieure à la demande. Alors, le premier principe qu'il faut, en fait, le premier problème à résoudre ici, c'est
restructurer l'offre de telle manière à ce que elle monte pour pouvoir satisfaire la demande en fait, les besoins déclarés qui constituent la demande. D'accord. Donc, c'est ça le vrai chantier aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut déjà déterminer donc les conditions d'équilibre. Dans quelles conditions on peut donc rehausser, restructurer l'offre de telle manière à ce que on ne soit pas toujours dans un marché de la santé qui est déséquilibré. Parce que vous savez justement que ce déséquilibre, c'est ce déséquilibre qui crée ces externalités négatives qu'on peut constater aujourd'hui. Donc c'est ça le vrai problème. Il faut trouver des moyens pour restructurer l'offre et les idées sont déjà là, les idées sont là. Je dis généralement que si, par exemple, ceux qui nous dirigent veulent le faire, je ne suis peut-être pas la personne la mieux indiquée, il y a d'autres experts qui disent la même chose que moi, ils peuvent les utiliser peut-être parce que moi, ma tête ne plaît pas à certains, donc ils peuvent utiliser les autres qui ont justement ces idées pour que nous puissions avancer. Moi, tout ce que je souhaite, tout ce que je veux, c'est que la santé des Camerounais soit... Alors, vous parliez tout à l'heure de l'absence d'un cadre juridique, notamment du LOA, qui fixe les grandes lignes de la mise en œuvre de cette CSU. Quels sont les principaux aspects juridiques qu'on peut trouver, et qui sont peut-être politiques, au sein d'une couverture santé universelle, d'une stratégie comme celle-là? Déjà, il faut savoir que vous allez manipuler l'argent des citoyens. Donc, il faut encadrer tout cela. Ouais, exactement. Il faut un cadre juridique pour ça. Sinon, ça va dans tous les sens. Après, on se retrouve dans CSU Gate, comme on a eu Covid Gate, où on vous a dit non, c'était des situations d'urgence, et il n'y avait pas véritablement des textes qui régissaient et tout le reste. Donc, vous voyez, c'est ça le problème. Vous allez manipuler l'argent des Camerounais. Et vous savez que ça peut créer des émeutes au niveau de la société. Parce qu'imaginez-vous un seul instant, un individu qui prend son argent et vient déposer dans votre caisse CSU, et qui après ne bénéficie pas des soins, peut-être parce qu'il y a une pénurie de tel ou tel matériel. Vous imaginez ce que ça peut créer? Je pose souvent la question de savoir si aujourd'hui, des gens arrivent à l'hôpital, ont encore leur argent dans la poche, et on leur dit, attendez, il y a peut-être tel matériel qu'il n'y a pas, ils tapent le personnel. Combien de fois quand ils auront cotisé et qu'il n'y a pas tout cela? C'est pour cela qu'il faut tout un cadre juridique. Il faut tout un arsenal de lois et autres pour voir, puisque déjà le fait de cotiser doit être encadré justement par une loi. C'est-à-dire, on va dire tel va cotiser pour tel ou tel montant. C'est tout ça qu'il faut à l'intérieur. Et autre chose de plus important dans cette loi, c'est qui va gérer. Vous comprenez? C'est qui va gérer. Qui va gérer quoi? L'argent, c'est de ces cotisations. Qui va gérer? Parce que c'est là justement aussi l'un des débats aujourd'hui. L'un des débats aujourd'hui, puisque il y a une certaine opinion qui dit que nous avons déjà la CNPS. Exact. Qui est un acquis, qui peut gérer tout cela. Et d'autres disent non, on peut créer un autre fonds. Un autre fonds. Vous comprenez un peu. Et pourquoi certains veulent créer un fonds? Pendant ce temps, le président de la République vous dit il faut rationaliser les institutions. Donc, ça veut dire que s'appuyer sur ce qui existe déjà. Exactement. Donc c'est l'un des débats aussi aujourd'hui. C'est pour cela qu'il faut effectivement un cadre juridique qui permet effectivement d'encadrer tout cela pour que, à la fin, qu'on ne se retrouve pas dans des égarements et dans ce qu'on va appeler CSU. Mais à l'observation en ce moment, avez-vous le sentiment que le personnel soignant dans son ensemble est motivé, impliqué, accompagne? Pas du tout. Comment cela? Pas du tout. Je vais vous prendre un exemple. Si on s'en tient au moins au résultat, pas du tout. Je vais vous prendre un exemple. Vous êtes de la négation totale ou Je vais vous prendre un exemple. D'accord. Vous avez vu, depuis que j'ai écrit ma lettre, est-ce que vous avez vu un personnel de santé qui m'a contredit? J'ai vu le docteur. J'ai vu une réaction d'un cadre du ministère de la Santé. C'est un cadre il est documentaliste de formation. Il est documentaliste de formation. Pour dire qu'il il est là parce que son ami a été ministre. C'est trop facile. Vous avez demandé si quelqu'un vous a... L'important, c'est de savoir si c'est contre les arguments. Non, si les arguments qu'il apporte. Non, ces arguments ne sont pas logiques.
ces arguments ne sont pas logiques. Je ne veux pas entrer dessus parce que ce n'est pas à lui que j'ai écrit la lettre, donc je n'ai pas à lui répondre en fait. Oui, mais l'essentiel, c'est de savoir si les idées qui véhiculent... ces idées qui véhiculent, déjà, d'entrée de jeu, je voudrais relever quelque chose, comme vous insistez dessus. D'entrée de jeu, j'avais dit que CSU et CMU sont des notions distinctes. Et lui, il a pris, il a dit, distinct pour lui, c'est que c'est contradictoire. Ce qui est faux. J'ai même plus voulu lire la suite de ce qu'il racontait parce que déjà, si il n'arrive pas à voir les définitions des mots et de comprendre les mots français, ça veut dire que c'est une suite de contresens qu'il va, juste parce qu'il faut défendre son ami. C'est pour ça que je ne veux pas entrer dans en même temps, il est aussi bon d'interroger la pertinence des arguments que vous portez. C'est pour ça que je dis, j'aime la lecture. J'ai lu tous ceux qui ont essayé de me répondre. Et c'est pour cela que je vous dis, je ne veux pas perdre mon temps pour répondre à des choses qui, pour moi, ne sont pas logiques. Je vous ai dit, jusqu'à présent, aucun personnel de santé qui est sur le terrain ne m'a répondu pour me dire que ce que je dis est faux. Jusqu'à présent, j'attends. Peut-être demain matin, après l'émission, peut-être qu'ils vont enfin prendre le courage de répondre. Mais je vais vous dire autre chose, je vais aller plus loin. C'est qu'il y a une deuxième partie, justement, de cette histoire, de cette dénonciation, que je garde encore et qui va sortir dans les prochains jours. C'est que j'ai plein de témoignages des gens, des personnels de santé impliqués. Que racontent-ils? Quelques éléments qui vont intéresser? Ils disent effectivement qu'il y a des problèmes dans le fonctionnement. On n'arrive même pas à payer les prestataires qui ont déjà fait des soins. C'est-à-dire que on vous envoie des gens pour faire des soins et il y a ce qu'on appelle le paiement des prestataires après les soins. Ces paiements-là ne viennent pas. Et ils vont plus loin en disant leur histoire-là vient plomber en quelque sorte le travail qu'ils sont en train de faire sur le terrain. J'ai une suite de témoignages que je pourrais publier certainement dans les prochains jours si certains s'entêtent à vouloir continuer à jouer les comédiens. Ce travail plombé comment? Parce que justement, vous savez par exemple que quand vous avez un programme comme celui-là, vous devez vous occuper par exemple des femmes enceintes qui arrivent de manière abondante. Vous allez devoir plutôt mettre beaucoup d'accent dessus parce que sachant que il y a tout un programme dessus et du coup il faut trouver un moyen de jouer l'équilibre. Et aussi également, vous savez également que des programmes comme cela ont pour principe de booster la demande. Bien sûr. Donc, si un personnel qui avait l'habitude de s'occuper de 5 patients se retrouve par exemple avec 20 patients, avec les mêmes moyens, vous comprenez un peu, avec les mêmes moyens, ça cause déjà problème, ça plombe le travail qu'il doit faire. Et que, justement, par la suite, le paiement qui l'attend ne vient pas. Vous comprenez qu'il n'arrive pas à continuer à produire ses soins. Alors vous l'avez rappelé tout à l'heure, ça ne date pas d'aujourd'hui. Vos interpellations, vos dénonciations, vos critiques à l'égard de ces politiques de santé publique. Quand vous rencontrez les autorités, quel est le retour que ces autorités vous font sur les éléments d'appréciation que vous apportez? Qu'est-ce qu'elles vous disent, ces autorités? J'en ai rencontré quand même plusieurs. D'accord. Notamment le ministre actuel. Okay. Nous avons discuté et je lui avais fait mes propositions, mais malheureusement, je crois que quelque chose s'était passé parce que, bon, je ne sais plus ce qui s'est passé là, parce qu'on avait discuté en toute convivialité. Et déjà, il faut le dire, il appréciait à ce moment-là, puisqu'il venait d'arriver, ce que je lui proposais. Mais je pense qu'il y a beaucoup plus fort autour, en quelque sorte. Il y a beaucoup plus fort qui ont leurs intérêts et qui ne veulent pas que ces intérêts-là soient bousculés. Donc, on essaye de faire ce qu'on
on a affaire. Et au-delà de ce ministre, vous avez rencontré d'autres... Oui, beaucoup d'autres. Le Premier ministre, par exemple, les autres... Non, pas encore. Je n'ai pas encore rencontré le Premier ministre, mais j'ai rencontré déjà plusieurs... À la présidence de la République, les décideurs, EGPR, le cabinet civil... Je ne veux pas citer les noms. D'accord. Je ne veux pas citer les noms, mais j'ai rencontré déjà plusieurs personnes, personnalités du pays pour expliquer beaucoup de choses. Et nous attendons. Mais vous dites que vous observez que les seuls freins à l'acceptation de vos propositions sont les batailles d'intérêt. Oui, je pense bien. Je pense bien. Au détriment de la santé des Camerounais. Oui, je pense bien. Ça, honnêtement, je pense bien. Parce que je le dis encore, nous essayons d'apporter ce que nous pouvons à notre pays. Et je le dis généralement, nous sommes des chercheurs. Un chercheur est comme le cuisinier. C'est-à-dire que lorsque le cuisinier dans un restaurant a fini de faire à manger, ce n'est plus à lui d'aller déposer sur la table du client. Et même quand ça arrive sur la table du client, ce n'est pas à lui de forcer le client de manger. Donc le client est libre de manger ou pas. Et c'est ce que nous essayons de faire en fait. Pour essayer de comprendre les écarts, quel type de propositions par exemple qui ont été faites et qui n'ont pas été implémentées dans quelques secteurs que ce soit? Bon, déjà, je vais vous parler de quelque chose de logique, de ce qu'on a vécu. Par exemple, dans le cadre de Covid, j'ai fait beaucoup de propositions, notamment sur la question de la gestion technique et la gestion financière. Ça n'a pas été écouté. Ben, le Covid n'a pas été non plus un échec en termes de prise en charge. Ça n'a pas été écouté. Bon, c'est vous qui le dites. Si on s'en tient au... C'est vous qui le dites. Moi mon problème, c'est que 180 milliards est porté disparu. Donc, pour moi, c'est un problème. En tant qu'économiste, c'est un problème. Donc, j'ai fait des propositions à ce moment-là par rapport à ça. Et c'est pour cela, justement, que je fais partie de ces experts qui ont été consultés par la Chambre des comptes pour l'audit de Covid. Vous comprenez bien qu'on essaye d'apporter quelque chose de concret, mais malheureusement, comme je le dis généralement, en fait, nos dirigeants ne sont pas encore prêts à nous donner le bonheur qu'on attend. Y a-t-il un espoir de rattraper ce qui est... Bien sûr. Bien sûr, il y a toujours espoir. Quand vous lisez le dernier paragraphe de ma lettre, je le dis, Monsieur le Président, rien n'est perdu. Nous pouvons encore. Et l'essentiel, c'est qu'il faut qu'on commence maintenant. Il faut qu'on commence maintenant. On commence par repas à la loi. Et la logique, elle est là. La logique, elle est là. Le système actuel ne peut plus nous donner la couverture santé universelle. Pourquoi? Parce que justement, c'est un processus qui est long. Et ils ont déjà démontré qu'ils ne sont pas aptes à écouter. Ils ne sont pas aptes à écouter, ils ne sont pas aptes à être flexibles pour enlever en quelque sorte leurs mauvaises idées et de mettre en place des idées qui permettent de faire évoluer les choses. Donc forcément, pour moi j'ai grandi. Est-ce que ce n'est pas un raccourci, un chemin trop facile de se dire que c'est l'idée que je porte qui est la meilleure pour la politique à mettre en place et que tout ce que les autres font ne peut pas aboutir à un résultat probant? C'est pour cela que je disais tout à l'heure. C'est pour cela que je disais tout à l'heure, laissez-moi écouter les autres experts qui disent la même chose. Ce n'est pas forcément moi. Mais je ne suis pas le seul qui le dit. D'autres experts le disent. Je vais vous dire une chose. C'est parce que vous savez que nous sommes dans un pays où les fonctionnaires ne parlent pas. Ça, vous le savez. Les fonctionnaires ne parlent pas. Il y en a qui sont déjà venus me rencontrer. Le droit de réserve. Exactement. Il y en a qui sont déjà venus me rencontrer, qui sont dans ce ministère-là et qui disent la même chose. Donc, je ne suis pas le seul. Laissez-moi écouter les autres. Le seul problème, c'est que, en fait, tout ce dont nous avons besoin, c'est d'aller vers une meilleure santé des Camerounais. Si vous estimez que c'est ma tête qui n'est pas trop belle, prenez les autres. Écoutez-les. C'est tout. Quel est le schéma logique classique qu'on devrait emprunter si demain il faut véritablement faire les choses pour que cette CSU-là... Je vous ai dit, généralement on le définit dans le
la dernière note de politique économique que nous avons produite au Centre d'analyse et de recherche sur les politiques économiques et sociales. Nous avons dit une chose, la logique elle est là, et même les systèmes de santé des pays développés aujourd'hui ne peuvent pas dire le contraire. Il faut structurer premièrement ces 4 étapes, structurer le système de santé de telle manière qu'il soit effectivement en cohésion avec les besoins des populations. Après avoir structuré ce système de santé, il faut améliorer l'offre. C'est-à-dire qu'en termes de volume, il faut améliorer l'offre. Et puis maintenant, en 3e position, il faut travailler sur la performance. C'est-à-dire la production des soins de qualité. Ça, c'est très important. Parce que justement, la CSU parle de soins de qualité, ne parle pas de soins de manière simple. Alors, et le dernier point maintenant, c'est la mise en place de la couverture maladie universelle. Donc, voilà comment ça se passe. Ça, c'est de manière vraiment ramassée, parce qu'on peut entrer encore en profondeur pour que je vous explique point par point comment est-ce que ça peut être fait. Mais ce sont des choses, justement, qui sont faisables, qu'on peut effectivement implémenter. Et tout le monde le sait, effectivement. Et qu'est-ce que ça peut coûter pour un pays comme le nôtre, une telle mise en œuvre? Et surtout, comment peut-on, je veux dire, capitaliser, comment peut-on rassembler les moyens pour financer cela? D'abord, ça peut coûter quoi dans l'évaluation? Et puis, où trouver l'argent? L'évaluation avait été faite déjà. Je le disais dans le cadre de l'élaboration de la stratégie de financement à la santé, où on était à 1300 milliards. Par an? Non, pas par an, c'était de façon cumulée. D'accord. Qui devait effectivement être échelonné en 11 années. Ok. Donc, qui devait, je pense, si mes souvenirs sont bons, devait commencer en 2019 pour finir en 2030. Donc, en 2030, on devait atteindre le gap de 1300 milliards. Et cela, l'évaluation avait été faite sur la base des besoins non seulement de la population, mais également du système de santé. Vous comprenez un peu? Donc, du coup, à partir de ce moment, donc, cette évaluation nous permettait de voir plus clair. Et il fallait, après évaluation, déterminer ou alors définir et détecter les niches de financement. Quelles sont les niches de financement qui nous permettent donc d'atteindre les 1300 milliards? Et tout ce travail a été fait et la copie a été rendue. Mais sauf qu'aujourd'hui, le document il est porté disparu. Personne ne sait où il est. Et un peu comme la réforme hospitalière. Tous ces documents ont été bien faits, ont été bien élaborés, mais c'est complètement perdu, on ne sait pas. Et avez-vous une idée de ce que ça coûte en ce moment, ce qui est déployé comme stratégie CSU? L'année dernière, on nous a fait comprendre que on avait débloqué 95 milliards de francs CFA. Sauf que nous sommes un peu surpris d'entendre les journaux dire qu'il y a des impayés de 23 milliards. Ce qui a été démenti par certaines sources au niveau du ministère de la Santé. Sauf que les retours sur le terrain font vraiment état de ce qu'il y a des impayés. Donc, lorsque je le disais tout à l'heure avec le personnel de santé qui dit effectivement qu'il y a un problème de paiement de prestataires. Donc, forcément, quand vous pesez les deux sur la balance, et vous savez également que il est très difficile, comme on le dit généralement au village, qu'il est difficile de voir un enfant qui dit que son père est laid. Donc, vous ne verrez pas le ministère venir dire qu'effectivement nous avons des impayés. Parce que justement, il faut qu'ils se couvrent. On risque de leur poser la question où va l'argent. Alors vous qui fréquentez ces milieux, comment est-ce que tous les acteurs du secteur observent cela? Comment est-ce qu'ils apprécient? Comment est-ce qu'ils s'impliquent dans ce déploiement? Comme je disais, déjà, il faut savoir que le personnel attend justement beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Parce que vous ne pouvez pas faire la couverture santé universelle en laissant le personnel derrière. C'est une impossibilité.
Je vous ai dit le dernier... J'attends l'amélioration des conditions de travail, bien évidemment. Conditions de traitement salarial, bien évidemment. Et tout ce qui va avec. Parce que vous ne pouvez pas, je vous ai dit, vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui est déshumanisé d'humaniser les autres. Ce n'est pas possible, on ne peut donner que ce qu'on a. Donc du coup, il y a le personnel qui est là, même si il ne parle pas, mais de manière concrète, le personnel est là et veut effectivement qu'il y ait une certaine amélioration de certaines choses. Donc forcément, il y a aussi d'autres acteurs. Moi, je prendrais beaucoup plus ici l'autre côté de la chose, c'est-à-dire que la demande. Les patients, nous tous, les citoyens, qui jusqu'aujourd'hui ne demandent qu'une seule chose, c'est d'avoir une santé de qualité et de pouvoir en bénéficier de manière concrète. Si on interprète les chiffres annoncés par le ministre de la Santé dans cette forme de bilan des premières années, il y a comme une forme de satisfaction, peut-être tout au niveau, au moins au niveau du rapport. Les soins servis, il y a des soins préventifs et tout le reste, mais davantage sur les cibles. Population en général, les enfants de 0 à 5 ans, les femmes enceintes et toutes ces statistiques, plus d'1 million de personnes atteintes dans les différents secteurs, 400 femmes enceintes suivies, des enfants bien traités, des hémodialysés qui rendent satisfaits. Il y a quand même lieu de se dire que les patients, c'est une aubaine, une belle aubaine. Monsieur Dipita, ouais. Je continue de dire que ça, c'est une manière de tromper les gens. Vous savez pourquoi? Non. On compare ces chiffres à quoi? Est-ce qu'il y a lieu de comparaison? Je veux dire que ce sont les premiers chiffres, c'est la première année. Puisque ces programmes existent depuis. Ces programmes existent depuis. Qu'on nous sorte les chiffres d'avant pour nous dire effectivement qu'ils ont explosé. Qu'on nous sorte les chiffres d'avant. Puisque ces programmes existent depuis, les chiffres d'avant disent quoi? Avant de venir nous dire, bon écoutez, nous avons explosé les chiffres et autres, les chiffres d'avant disent quoi? On était à combien? Voilà comment on fait une démonstration. On ne vient pas, on nous plaque des chiffres et... En fait, je comprends, nous sommes dans la même logique que ce qu'on a vécu pendant Covid, où on venait vous lire des chiffres tous les soirs, sans qu'on vous dise ce qui est fait ou ce qui n'est pas fait. C'est la même logique. C'est la même logique. Par exemple, je viens un peu dans le cadre des personnes enrôlées. On les enrôle pour faire quoi? Il y a un pré-enrôlement. Pour faire quoi? La suite, c'est quoi? Au moins pour être sur... dans le fichier. Pour faire quoi? Dans le fichier. Pour faire quoi? Les explications du ministre, il disait, vous êtes pré-enrôlé, donc vous êtes déjà identifié dans le fichier, de telle sorte que si jamais vous avez besoin de ces services, votre enrôlement serait une facilité. Vous aurez l'avantage d'être... Ça, c'est de la comédie. Prioritaire en quoi est-ce que cela c'est la comédie? C'est de la comédie. Pourquoi vous le dites? Je vous pose une question. D'accord. On vous enrôle pour faire quoi? La suite, c'est quoi? Pour vous mettre dans le fichier. Et quand vous êtes dans le fichier, vous bénéficiez de quoi? Non, si vous êtes malade, justement, le fait que vous soyez identifié peut vous permettre d'avoir une carte pour les femmes enceintes ou alors pour ceux qui sont... Écoutez, oui. Chèque santé, vous payez vos 6 000, vous avez vos soins. Les enrôler là, c'est pour faire quoi exactement? Parce que vous savez, quand vous avez votre enfant... Moi, lorsque nous avons travaillé, j'ai travaillé au Centre Pasteur avec toute une équipe. Nous avons effectivement fait une évaluation sur le cas de paludisme de moins de 5 ans. Et c'est moi qui disais aux gens à cette époque-là que c'est effectif, qu'il y a des zones, en fait, il y avait des zones où c'était effectif. Parce qu'il y avait un problème d'intrant. Il y avait un problème d'intrant qui était constamment en rupture. Donc ça existait. Vous venez avec votre enfant, je me rappelle, il y a un soir, nous étions sur le terrain et on a trouvé un petit garçon de moins de 5 ans qui faisait de la fièvre. On est allé à l'hôpital avec lui. Il y avait tout un parc pour ça. Et on l'a pris en charge gratuitement. Sa maman n'était même pas au courant qu'il y avait ça. Qu'est-ce que vous reprochez à l'initiative du pré-enrôlement et de l'enrôlement? Non, je dis juste que, je ne veux... Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais la question, c'est l'utilité, c'est quoi?
D'où ma question aussi, qu'est-ce que... L'utilité, c'est quoi? C'est ça la question, parce qu'en fait, vous n'allez pas brandir comme un des résultats phares d'une couverture santé universelle les enrôlements. Non, quand même. Quand même. C'est en fait, les autres nous écoutent. À un moment donné, on a honte même parfois quand des gens disent des choses pareilles à Mondovision. Donc, il faut quand même que le message, même quand vous voulez tricher, soyez intelligent. Soyez intelligent. On enrôle les gens pour faire quoi? Pour faire quoi? Puisque le ministre lui-même, il reconnaît qu'il n'y a pas de loi. Et c'est grâce à la loi qu'on doit mettre en place un mécanisme. En fait, l'enrôlement vient quand? Quand le mécanisme est déjà mis en place. Il n'y a pas de mécanisme et on enrôle les gens. C'est pareil, j'ai vu quand ils ont signé le contrat avec la fameuse société SUCAM, qui a commencé les enrôlements. C'est pour faire quoi? C'est pour faire quoi? Qui va faire quoi après? Puisque déjà, vous n'avez aucun cadre juridique, vous n'avez aucun mécanisme mis en place, vous enrôlez les gens, vous leur donnez des cartes de santé. Bon, qu'est-ce qui bénéficie comme soin? Moi, j'ai vu récemment des gens qui meurent à l'hôpital pour des factures de moins de 10 000. Parce que justement, le système est encore... Il n'y a aucun mécanisme. Et c'est ça que nous disons. Mais pour l'instant, il y a des cibles précises aussi. Ça aussi, il faut le préciser. Ça existe depuis. Oui, non, mais je veux dire que faire... Moi, je suis en train de parler de la couverture santé universelle. Je ne parle pas de l'extension des programmes. Est-ce que les personnes qui meurent pour des factures de 10 000 francs sont parmi les cibles? Je veux dire, si on dit enfants de 0 à 5 ans... La question que je pose est simple. L'enfant de 0 à 5 ans est plus camerounais que la maman qui meurt du non. C'est ça, c'est pour ça que je suis en train de vous dire que, justement, le problème c'est quoi? Dans l'initiative actuelle, ils ont commencé quelque part. Non. Pour l'instant, ce n'est pas encore étendu. Je dis c'est une tricherie. Pourquoi? Je dis c'est une tricherie. Vous n'allez pas prendre les projets des gens et en faire votre CSU. On vous dit de protéger les Camerounais. On vous dit de protéger la santé des Camerounais. C'est ça le problème. Alors, s'il y a, pour finir, hein, si vous avez quelques propositions à faire, qui c'est peut-être pour améliorer, je ne sais pas si l'existant, ou rentrer véritablement dans la CSU, ce serait lesquels? Je pense que s'il y a des choses à proposer, ça on l'a déjà fait, c'est qu'en fait nous devons... le Cameroun doit s'asseoir pour faire une véritable évaluation. L'état généraux? Oui, une véritable évaluation et voir les points faibles, les points forts du système actuel, comment faire pour qu'on le relève et en même temps voir également les possibilités de mettre en place un financement à la demande. Donc on parle ici de justement cette CMU-là. Et lorsqu'on va donc dans le cadre de la CMU, il faut le dire concrètement, nous avons un système de protection sociale qui existe, qui est justement un socle sur lequel on doit se baser au lieu de créer de nouvelles structures. Voilà de manière vraiment ramasser ce qui peut être fait. Bon, maintenant, moi je peux le dire comme cela, comme ma tête ne plaît pas à certains. Ils peuvent peut-être écouter d'autres personnes. Est-ce qu'il s'agit de votre tête? Merci. Oui, je pense qu'il s'agit de ma tête, monsieur Dipita. Parce que vous avez vu les journaux. Bon, chacun y va de son commentaire. Merci, docteur Albert Zé. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes spécialiste en économie de la santé et que vous intéressez évidemment à ces questions-là. Et ce soir, on parlait de la CSU, la couverture santé universelle. Bon retour à Yaoundé. Merci. Merci à vous d'avoir regardé l'entretien ce soir. Le docteur Albert Zé, donc, avec qui on a essayé de comprendre, un an après, cette problématique. On va davantage observer et voir si elle s'améliore et qu'il c'est peut-être que le maximum de Camerounais en bénéficie. Bonsoir et à jeudi prochain.